Étudiants et bienvenue dans un très bon exercice d'application du théorème d'Ampère. Donc on va essayer de l'appliquer dans un exercice qui est le suivant. Donc on vous dit un cylindre infini de révolution d'axe au Z de rayon petit b. Il est parcouru dans la direction plus au Z par un courant d'intensité ou un courant de densité uniforme J. Déterminez le vecteur champ magnétique en un point à l'intérieur et en un point à l'extérieur. Ensuite, on considère un cylindre de longueur infinie de révolution autour de l'axe Z mais creux. Donc la partie pleine, c'est cette partie-là. Parcouru toujours par la même densité de courant J suivant l'axe Z, qu'on suppose toujours uniforme. Déterminer le champ dans les trois régions de l'espace, à l'intérieur, dans le cylindre et à l'extérieur. Et la dernière question, qui est une question de réflexion intéressante, qui est la suivante. Supposons qu'on fait une cavité creuse à l'intérieur de ce cylindre. Donc le courant circule uniquement dans la partie jaune. Quel est le champ au point P créé par ce système? Indication, essayez de montrer que ce champ est uniforme au point P et déterminer sa valeur. Voilà, à vos stylos, essayez de bloquer la vidéo, faire une recherche toujours avant de regarder le corriger. Bien, donc on commence par le cylindre parcouru par... Donc voilà, vous avez un cylindre. Donc le schéma normalement il est le suivant. Un cylindre parcouru, qu'on va supposer infini, parcouru par une densité de courant J, qu'on va essayer de, pour travailler avec le théorème d'Ampère, on regarde le cylindre de plus haut. Donc voilà la surface de base du cylindre. Donc partout, vous avez ici une densité de courant uniforme. Donc la première chose, si je vais déterminer, donc partout ici, vous avez une densité de courant uniforme à l'intérieur. Le courant circule à l'intérieur de ce cylindre. Ah, voilà. Bon, c'est pas grave. Voilà. Et bien sûr, à l'extérieur, il n'y a pas de courant. Donc le courant, il circule là avec une certaine densité de courant J. Donc le courant total, on va le noter. Le courant, c'est I. Première chose que je vais déterminer avant de faire l'exercice, quelle est la relation entre J et le courant I. Vous savez que I, c'est par définition le flux de J d de S, avec la surface qui est perpendiculaire au courant. Donc la densité de courant J est suivant l'axe Z, J suivant EZ, et bien sûr d de S là, elle est suivant EZ aussi, fois d de S suivant EZ. Comme G est uniforme, je vais le sortir de l'intégrale, donc ce sera J fois la surface de base de ce cylindre. Un cylindre de rayon B, c'est pi fois B au carré. Donc voilà ma première relation. I, c'est J fois pi fois B au carré. Voilà le premier point. Oups. On va diminuer. Voilà. Bien. Maintenant, on va appliquer le théorème d'Ampère. Toujours, comme le théorème de Gauss, vous avez un canevas à suivre pour appliquer le théorème d'Ampère. Donc vous avez ici, on va repérer par les coordonnées cylindriques, vous avez le vecteur ER, et vous avez le vecteur Eθ, et bien sûr le vecteur EZ, c'est le vecteur perpendiculaire au cylindre. Très bien. Première chose, avant d'appliquer le théorème d'Ampère, c'est déterminer la direction en utilisant la symétrie. La symétrie plus les invariances. Plus invariance. Bien, qu'est-ce qu'elle le dit, la symétrie pour le champ magnétique? C'est un pseudo-vecteur. Donc, il suffit de déterminer un plan de symétrie qui passe par le point M, toujours. Voilà mon point M qui se situe à une distance R de l'axe OZ. Eh bien, vous voyez bien que le plan perpendiculaire au cylindre, qui le coupe en deux, c'est un plan de symétrie. Parce que ce point M sans symétrique, c'est celui-là. Vous avez ici une densité de courant J, vous avez une densité de courant J, de même valeur. Donc, le plan M, ER, EZ égale plan de symétrie. Donc tout de suite, B c'est un vecteur qui est perpendiculaire au plan de symétrie. C'est le vecteur Eθ qui est perpendiculaire à RZ. Donc B va être suivant Eθ. Voilà mon premier point. Les invariances sont les mêmes que pour les vecteurs ou le pseudo-vecteur. Je vous rappelle, le champ magnétique c'est un pseudo-vecteur. Donc, vous avez un cylindre infini, vous avez invariance par translation suivant l'axe Z et invariance par rotation. Donc, B ne dépend que de R. Voilà le premier point.
Deuxième point, c'est le choix du contour d'intégration gamma, choix de gamma. Comme je dis toujours dans le théorème d'Ampère, vous avez deux cas. Soit un cercle, le contour c'est une ligne fermée, soit un cercle, dans le cas où vous avez le champ magnétique qui est suivant θ. Dans tous les autres cas, c'est un rectangle. Donc ici, on n'a pas le choix, on n'a pas à réfléchir. Gamma, c'est un cercle de rayon petit r. Toujours comme le théorème de Gauss, c'est toujours de rayon petit r. Eh bien, on va refaire notre schéma et essayer de déterminer le champ magnétique. Donc voilà mon cylindre de rayon petit b. Je vais chercher le champ en un point M situé à une distance petit r qui se trouve à l'extérieur. Donc premier cas r supérieur à petit b. Voilà mon contour gamma. C'est un cercle de rayon petit r. Quelle est la circulation de B suivant ce contour gamma? Donc, je vais remplacer B par sa valeur, c'est B suivant Eθ, et un élément de longueur d'un cercle, c'est bien sûr RD de θ suivant Eθ. Donc ceci, ça va me donner l'intégrale de R fois B fois D de θ. Et c'est là où ça va intervenir les invariances. Le champ ne dépend que de R. Moi, j'intègre sur un cercle, tous les points du cercle sont situés à la même distance R. Donc le rayon sur le cercle, il est constant. Donc cette fonction, elle est constante sur le cercle gamma. Donc je le sors de l'intégrale RB de R fois l'intégrale D de θ. Et l'intégrale de θ, c'est D de B. Donc la circulation de BD de L, c'est égal à 2pi R fois B de R. Ça, je le calcule une seule fois. C'est pas la peine de... Ça change rien si le contour se trouve à l'intérieur ou bien le contour se trouve à l'extérieur. Donc, j'ai oublié de préciser, si vous avez choisi votre contour, il faut bien l'orienter. Donc, si je l'oriente dans ce sens, la normale, c'est vers l'extérieur. Donc, les courants qui sont dans le sens de la normale seront comptés positifs. Les courants dans le sens inverse seront comptés négatifs. Ici, bien sûr, le courant, il est vers l'extérieur, donc sera compté positif. Vous avez bien, quels sont les courants qui sont intérieurs à gamma? Tout ça. Je vais intégrer sur tout ça. Donc la sommation du courant intérieur, tout de suite je le fais ici, courant intérieur, c'est le flux de J d de S et j'intègre sur la surface de rayon petit b. Donc ça sera cette intégrale-là, c'est exactement ça. Donc ça sera J fois pi fois b au carré, ou bien mi0 i tout simplement. Donc J fois pi fois b au carré. Donc voilà, donc je remplace dans le théorème de Gauss, donc b fois 2pi r, 2pi fois petit r est égal à mi0 fois j fois pi fois b au carré. Donc le b à l'extérieur, ce sera mi0 j fois b au carré sur, simplifiant par p, sur 2r suivant Eθ. Voilà le champ magnétique à l'extérieur. Bien sûr, j fois b au carré, c'est combien? Vous voyez bien ici, j fois b au carré, c'est i sur pi. On peut le remplacer aussi par i sur pi. C'est la même chose. On peut remplacer ça aussi par i sur pi et dire que ce sera mi0, ou bien mi0 i sur 2pi r, suivant Eθ. Bien, voilà le premier cas. Deuxième cas, R inférieur à grand R. Donc le mieux, c'est de faire un joli schéma. Donc le deuxième cas qu'on va traiter, c'est à l'intérieur du cylindre de rayon B. Voilà mon cylindre de rayon petit b. Donc je dois calculer les courants intérieurs à gamma. Et vous voyez bien que les courants intérieurs à gamma, c'est cette partie-là. Donc c'est juste une partie de I. Ah, c'est pas tout le courant I, une partie de I. D'accord? Donc voilà les courants intérieurs à gamma. Donc je dois calculer la somme de ces courants-là, qui sont intérieurs à gamma. Donc je dois calculer I est égal au flux de J fois D de S, mais uniquement sur la surface qui est comprise entre 0 et de rayon petit r. Ces courants-là, ils sont à l'extérieur de gamma. Donc ils ne vont pas intervenir dans le théorème d'Ampère. Donc J, c'est uniforme. Donc D de S, un élément de surface, c'est R, D de R fois D de θ. Et R, bien sûr, dans ce cas-là, il varie de 0 jusqu'à petit r uniquement. Et non pas de 0 jusqu'à petit b comme lorsqu'on était à l'extérieur. Et donc ça va vous donner J fois pi fois R au carré.
Voilà, et donc je remplace B fois 2 pi r est égal à mu0 J fois pi fois r carré. Donc B est égal à mu0 J fois r sur 2. Donc c'est un champ qui est linéaire. Voilà le champ magnétique. Bon, on peut faire une représentation. Donc à l'extérieur, il va revenir sur R. Voilà, on peut faire une courbe ici facilement. Donc vous voyez bien que B, ici petit b, pour petit r inférieur à petit b, c'est une droite linéaire. Et pour petit r supérieur à grand R, il va revenir sur R. Et bien sûr, vous avez une continuité du champ magnétique B. Ça, c'est B en fonction de R. Voilà pour le premier cas. Bien, pour le deuxième cas, qu'est-ce qui va changer? Là, vous avez cette fois-ci un cylindre, mais qui est creux au milieu. D'accord? Oups. Donc, je vais faire un joli schéma. Bien, donc voilà le deuxième cas. Vous avez un cylindre de rayon B1. Donc, c'est celui-là. Donc, c'est le cylindre de rayon B1. C'est celui-là. D'accord? Ensuite, vous avez le cylindre de rayon B2. C'est celui-là. Entre les deux, vous avez une densité de courant J toujours uniforme suivant OZ. Et déterminez le champ dans trois régions à l'intérieur, inférieur à B1, entre B1 et B2 et à l'extérieur de B1. Bon, symétrie invariance, ça ne va rien changer. Vous voyez bien que toujours le plan ER, EZ est un plan de symétrie. Donc le champ B va être suivant Eθ. Il n'y a pas de problème. Les invariances là aussi ne dépendent que de R. Donc le contour d'intégration c'est un cercle et la circulation ne va pas changer. Donc la circulation de B fois D de L, ça sera toujours B fois 2 pi R. Donc qu'est-ce qui change? C'est la sommation des courants intérieurs. Donc premier cas, lorsque R est inférieur à B1, voilà mon contour gamma. Combien de courants traversent ce contour? Donc vous voyez bien que aucun courant ne traverse ce contour gamma. Donc tout de suite ici, B égale à 0. Deuxième cas, c'est le contour gamma y compris entre B1 et B2. Je dois calculer tous les courants intérieurs à gamma. Donc d'abord, je vais les assurer, toujours les assurer avant de les calculer. Je dois calculer ce courant-là. Donc vous voyez bien que c'est une partie de I. Parce que le courant total qui circule entre B1 et B2, c'est I. Et là, je vais calculer juste cette partie-là. Donc la sommation du courant I, ce sera le flux de J d de S. Toujours, G est uniforme, donc ce sera J fois l'intégrale R d de R, l'intégrale d de θ. Et c'est là où il faut faire attention, les bornes d'intégration ici, c'est entre B1 et petit r. Entre B1 et petit r. Et donc, ça va donner J fois pi, facteur de R au carré, moins B1 au carré. Voilà. Donc, on va faire B fois 2 pi R égale à mu0 fois ça. Donc, tout de suite, B est égal à quoi? Est égal à mu0 fois J, facteur de R au carré, moins B1 au carré sur 2. Voilà le champ magnétique ici. Bien. Quand le courant se trouve à l'extérieur, donc là, c'est plus simple. Si R est supérieur à B2, qu'est-ce qui va changer? C'est juste les bords d'intégration. Si vous avez un contour d'intégration cette fois-ci, là, quels sont les courants intérieurs à gamma? Tout ça. Donc tout ça se trouve à l'intérieur de gamma cette fois-ci. Donc les bords d'intégration, ce sera de B1 jusqu'à B2. Donc dans ce cas, la sommation du courant, ce sera pi J fois pi, facteur de B2 au carré moins B1 au carré. Donc le champ magnétique B, ce sera mu0 J, facteur de B2 au carré moins B1 au carré sur 2R. C'est bien ça, j'espère que je n'ai pas trompé. Donc sur 2 pi R, je simplifie avec pi, et sur 2R, je crois que c'est ça. Voilà le champ magnétique pour le deuxième cas. Bien. Maintenant, on va passer à la question de réflexion. Mais avant cela, on a oublié un premier cas. Ici, on vous dit de l'exprimer lorsque R est inférieur à grand R. C'est dans ce cas ici. R inférieur à grand R, c'est ça. Il faut exprimer ce vecteur de la forme vectorielle, sous forme vectorielle. Parce que c'est important pour la question suivante. Comment exprimer JR sous forme de vecteur cette fois-ci? Donc le vecteur B, c'est suivant Eθ. Eh bien, on a J est égal à J suivant Z. Et vous avez le vecteur OP en coordonnées cylindriques, c'est R suivant ER plus Z suivant EZ.
Et vous remarquez tout simplement que J vectoriel OP, donc J, si je calcule le produit vectoriel J vectoriel OP, donc EZ vectoriel ER c'est Eθ, donc c'est égal à R fois J suivant Eθ, et EZ vectoriel EZ c'est 0. Et donc vous voyez bien que J fois R suivant Eθ, je peux l'écrire B est égal à mu0 sur 2 J vectoriel OP. Voilà, question intéressante. Bon, je vais le copier tout de suite. J'aurai besoin de ça dans la suite. Copier. Donc voilà pour la dernière question. Voilà, donc on va faire une autre page et on va coller ça ici. Donc voilà le champ magnétique créé par un cylindre. Maintenant, on va passer à la troisième question. Donc voilà la dernière question. Vous avez un cylindre de centre 1 et de rayon petit b, B2, et à l'intérieur, vous avez une cavité. Il n'y a pas de courant dans cette cavité-là de rayon B1. D'accord? De rayon B1. Et on veut déterminer le champ d'un point P à l'intérieur de la cavité. Bien. On va utiliser le théorème de superposition. Question: comment construire ce système à partir de la superposition de deux cylindres? Eh bien, il suffit de prendre un cylindre de centre O1 et de rayon B1 qui est parcouru par une densité de courant J suivant OZ. Et puis, vous lui superposez un autre cylindre, cette fois-ci parcouru par une densité de même valeur J, mais suivant moins EZ. Dans ce cas-là, dans cette partie qui va être commune aux deux, la somme du courant va être nulle, J moins J est moins égale à 0. Et donc, je vais retrouver ce système. Donc, le champ au point P, ce sera le champ créé par ce système B1 au point P plus B2 au point P. Et c'est là où ça va intervenir cette formule-là. Pourquoi on vous a dit de faire? Et là, l'erreur classique, l'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est surtout d'écrire tout simplement B, ça sera mu0, donc B1 au point P, c'est le champ créé par un cylindre qu'on a déjà calculé dans la première question, ça sera directement mu0 sur 2 J vectoriel, le vecteur O1P, parce que le centre de ce cylindre c'est O1, et je lui superpose le champ créé par B2, c'est toujours un cylindre, mais parcouru avec moins J, donc ce sera la même formule, sauf que il faut mettre moins J vectoriel O2, O2P, O2, à O2P. Et ça, vous mettez mu0 sur 2 J en facteur, il va vous donner O1P moins O2P, et O1P plus PO2, ça va vous donner mu0 sur 2 J à vectoriel ici, vectoriel O1, O2. Et vous voyez bien que ce champ, c'est un champ qui est uniforme, qui a pour module, le module de B, ce sera mu0 J sur 2 fois la distance 2A. Donc, ce sera mu0 J fois A. Donc, le champ à l'intérieur de cette cavité, ce sera un champ uniforme. Et pourquoi j'ai donné cet exercice ou cette question? Pourquoi souvent, qu'est-ce qu'ils font? Les étudiants, ils disent B au point B, le champ créé par un cylindre, on va mettre, si on n'avait pas pris mu0, qu'est-ce qu'on avait trouvé? Si on n'a pas pris la forme vectorielle, c'est mu0 J fois R sur 2 suivant Eθ. Et puis B2, on va dire la même chose, mu0 J fois R sur 2 suivant Eθ. Mais attention, R n'est pas la même. Donc ce R-là n'est pas la même pour les deux cylindres. Pour le premier cylindre, voilà la distance R. Et pour le deuxième cylindre, voilà la distance R. Donc c'est plus la même. C'est pourquoi il vaut mieux travailler avec cette forme vectorielle. Donc voilà un exercice vraiment qui résume tout sur le théorème d'Ampère. J'espère que vous l'avez bien saisi. Comme d'habitude, j'attends vos commentaires. Essayez de le partager avec vos amis. Et un like pour encourager cette chaîne. Bon courage, bonne continuation, bonne fin de Ramadan à tous et à très bientôt.